Toujours dans ma mission de donner une voix à tous les plus petits partis du Canada lors de ces élections fédérales 2025, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Christine Dandonneau du Parti marxiste-léniniste du Canada. Elle m'a fait part de ce qu'elle voulait voir réformer dans le système canadien et tout ce que le parti voulait accomplir lors de ces élections. Avant de vous laisser avec elle, je vais vous demander de vous abonner et de mettre un petit pouce pour me supporter dans mes démarches. Et n'hésitez pas à commenter avec qui vous voudrez que je m'entretienne lors de cette mini-série que je fais sur cette chaîne. Merci d'être là, je vous laisse à l'écoute. Mais avant toute chose, j'oubliais, Madame Dandonneau voulait partager une vidéo qui présentait un peu le parti qu'ils avaient fait sur leur chaîne YouTube. Donc je vais mettre le lien en description. Je me sentais mal à l'aise de le mettre au début de la vidéo étant donné que je n'ai pas donné cette opportunité-là aux autres partis. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça lui ferait grand plaisir. Merci. Vous un peu me présenter le parti, un peu, qu'est-ce que c'est le marxisme-léninisme? Notre parti, le Parti marxiste-léniniste du Canada, participe aux élections depuis plusieurs élections. Le parti a été fondé comme tel en 1970, alors il a 55 ans cette année. Et le travail électoral, c'est un front très important pour parler en faveur d'une société qui doit avoir comme objectif la défense des droits de tous et tous. Notre appel dans cette élection-là, c'est un rappel pour le renouveau du processus politique. C'est-à-dire qu'on a besoin, on est dans une période où le système électoral tel qu'il est, c'est un système électoral qui est vieux, désuet, qui est basé sur le système uninominal à un tour, qui fait en sorte que tu as énormément et de plus en plus de distorsions au niveau du vote et au niveau de résultats qui reflètent la volonté populaire. En ce moment, on a dans cette élection-ci plusieurs demandes, dont s'opposer au système électoral qui met des partis cartels au pouvoir. Parce qu'en ce moment, on est dans une situation où les partis politiques sont des intérêts privés qui défendent qu'on appelle système de partis cartels et qui qui gouvernent en faveur des intérêts privés, comme on peut le voir à tous les niveaux. Tu as une oligarchie, les oligarques qui sont emparés du pouvoir, c'est-à-dire à travers les partis politiques à différents niveaux. On le voit par toute la politique de payer les riches, qui est poursuivie par les gouvernements, que ce soit au gouvernement au Canada ou au Québec. C'est-à-dire que c'est tout le système de privatisation, de subvention pour servir les riches à tous les niveaux. Et donc, c'est un processus qui est désuet parce que ce qu'on a besoin, c'est d'un renouvellement du processus politique. C'est-à-dire que les arrangements en ce moment du système électoral font en sorte que les citoyens sont considérés comme une masse votante. On les considère pas comme un corps politique entier, comme un corps politique qui travaille, qui fait que la société fonctionne, qui fait que tous ensemble, on crée la richesse. Mais quand vient le temps de décider comment on va s'assurer que cette richesse-là serve à résoudre les problèmes des citoyens à tous les niveaux, et servent le bien-être de la société, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On leur demande de voter une fois tous les 4 ans, et le vote et l'élection comme telle s'est rendu au fil des ans une machine électorale immense où c'est des firmes d'intérêt privé qui sont engagées, des firmes de marketing qui, eux, vont cibler, utiliser par le micro-ciblage, par des bases de données, par une propagande ou une publicité débordante, tu peux dire, en termes de aller chercher un vote en faveur de réélire un parti qui va prendre le pouvoir et qui va avoir le mandat, qui va dire qu'il a le mandat de représenter le Canada en notre nom et qui sont maintenant élus souvent avec un très petit pourcentage de citoyens. Alors, on s'adresse à ce problème-là d'un système électoral qui considère considère pas les êtres humains dans la société comme la plus grande richesse, mais qui les considère et les utilise comme une masse votante. Et par la suite, les gouvernements font comme bon leur semble. Et nous, on s'adresse à ce problème-là. Alors, on a aussi la question, à travers ça, la demande du droit des citoyens à un vote informé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que
Par exemple, ce sont des partis politiques qui définissent les programmes. Ce sont les partis politiques qui sélectionnent leurs candidats et les citoyens doivent choisir à travers des candidats qui ont été présélectionnés. Et non un processus qui fait que les citoyens à qui appartient la société devraient pouvoir élaborer quel programme le gouvernement doit accomplir dans la prochaine période, quels problèmes on veut résoudre ensemble comme société, puis c'est pas les problèmes qui manquent. Comment on va allouer toute la richesse qu'on crée pour les résoudre. Et par la suite, la possibilité à ce moment-là de choisir les meilleurs candidats qui vont défendre ce programme-là. Mais l'élection n'est pas organisée pour résoudre aucun des problèmes que la société confronte. L'élection est organisée pour élire des partis qui vont avoir le mandat ou qui vont se donner le mandat de parler en notre nom. Et ça, c'est le problème majeur qu'on confronte tous aujourd'hui. Alors, on peut parler que ce soit de la politique intérieure ou de la politique étrangère. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la Palestine. En quoi est-ce que les citoyens ont été consultés sur comment on doit supporter la lutte du peuple palestinien, s'opposer au génocide? Personne n'a pu participer. C'est les gouvernements qui ont décidé, avec leur politique étrangère et en particulier leur soumission au dictat américain et de toutes on peut dire le lobby les sionistes, etc., qui continuent à appuyer et à financer le génocide du peuple palestinien contre la volonté des milliers de personnes à travers le monde, contre le droit international, le respect des relations entre les peuples basées sur des échanges réciproques. Le bénéfice réciproque, c'est une politique qui suit le dictat américain pour l'agression et la domination à travers le monde. Alors ça, c'est des choses qui sont majeures, qui sont pas discutées dans l'élection, qui sont pas à l'heure du jour et qui devraient être au cœur de l'élection, comme énormément de problèmes que les travailleurs confondent. Alors nous, on s'adresse, comme je l'ai mentionné tantôt, au besoin de renouveler ce processus-là pour que le peuple soit investi du pouvoir de décider sur toutes les questions qui le concernent et non réduit aux 4 ans ou aux 2-3 ans à une masse votante, à des spectateurs qu'on dit de choisir, comme quand on va dans un marché d'alimentation, est-ce que je préfère tel produit ou tel produit? Qu'est-ce qui est mon meilleur choix? C'est comme ça qu'on considère les citoyens dans une élection. Voici, vous avez un étalage, choisissez. Fait que ça, c'est un aspect très important qu'on soulève dans l'élection. L'autre chose, c'est qu'on croit que le processus électoral devrait être financé à 100% par l'État pour faciliter la participation des citoyens à la vie politique. Il y a beaucoup d'argent, entre autres, qui finance les partis politiques de différentes façons. Et des partis politiques, c'est des entités privées. C'est pas des entités publiques, ils vont sur la sphère publique, mais ce sont des intérêts, des membres qui décident ou non d'adhérer à tel parti politique. C'est privé. Mais le processus pour justement renouveler la situation, s'adresser aux problèmes qu'on confronte en ce moment, qu'on est exclu de toutes les décisions. Alors, cette discussion-là, on doit financer le processus pour les partis et tout ça à l'ordre du jour. Fait que ça fait un tableau, mais c'est le cœur de la discussion qu'on mène dans l'élection. Et dans cette élection-ci, spécifiquement, notre appel, c'est de débarquer les oligarques, de ne pas donner un mandat à ces partis cartels-là qui vont parler en notre nom contre la volonté et le bien-être de la population puis des citoyens en général. Il y a une brutalité en ce moment dans la société, les gens sont jetables. Et les gens sont jetables et au niveau des élections, ben, les gens sont une masse votante. C'est assez méprisant. La société moderne dans laquelle on vit nous permet d'exiger davantage et de pouvoir participer davantage pour assurer que la société réponde à nos besoins. Ça, c'est un topo, en gros. Évidemment, dans l'élection, c'est ça l'autre aspect que ce que je voulais aussi dire, c'est que
notre appel dans l'élection, c'est de ne pas permettre de donner une majorité à ces partis cartels-là ou à un gouvernement particulier. L'élection dure 36 jours. Avant, c'était 60 jours. Maintenant, c'est réduit. On vient de finir les mises en candidature. On vote la semaine prochaine. Puis voilà, le gouvernement va pouvoir aller de l'avant sans qu'il y ait aucune discussion sérieuse sur les problèmes qu'on confronte. Alors, on appelle les gens à voter marxiste-léniniste s'ils ont des candidats dans leur circonscription ou à voter pour un petit parti ou un indépendant en guise de rejet de ce processus-là qui nous marginalise et nous empêche, nous bloque de participer dans toutes les questions qui nous concernent, incluant la direction de l'économie, les problèmes qu'on veut résoudre, l'ordre du jour que le gouvernement devrait suivre pour assurer, en tant que responsabilité sociale d'un gouvernement, d'assurer le bien-être de la population. Est-ce que je peux élaborer davantage? Vous pouvez y aller comme vous voulez. C'est sûr que moi, j'ai quelques questions, mais c'est votre plateforme aujourd'hui, là. Donc, si vous aviez d'autres choses à ajouter, ne vous gênez surtout pas. Alors, nous, on adresse les citoyens, le Canadien, les Québécois, à s'organiser politiquement, à créer des nouvelles formes de gouvernance ou comment je pourrais dire, d'institutions et de programmes qui vont nous permettre de renouveler. Parce que, comme on sait, des vieux arrangements ne fonctionnent plus. Les gouvernements peuvent faire, on connaît le vieux système de promesses, à n'en plus finir, quand un autre gouvernement arrive, voilà, oh, je peux pas, j'ai tel problème, nanana. On peut prendre l'exemple, je peux juste donner l'exemple avec Trudeau qui avait promis que le système uninominal un tour, en 2015, il avait promis que c'est la dernière fois qu'on aurait ce système-là. Et finalement, il l'a jeté à la poubelle, et pour différentes raisons, en disant que finalement, on était bien présenté, mais c'était une demande à travers le pays de renouveler ce processus-là. Mais, finalement, la situation a changé, puis ça a été remis au calendrier. Alors, ça, c'est une demande, mais il y a plein d'exemples de promesses. L'autre aspect, comme on dit, c'est des vieux arrangements qui existent, qui ne fonctionnent plus. Juste le résultat des élections, comment l'élection fonctionne, on prend pas au sérieux ce que c'est une élection qui devrait être l'occasion de tout le monde, pour tout le monde, de discuter de quel problème on veut résoudre. Comment on va s'adresser à la situation avec le marché américain, avec le fait que l'économie du Canada est dépendante de l'économie américaine. C'est pas vrai que c'est une surprise. Oh mon Dieu, on aurait dû se réveiller avant puis pas développer notre propre économie, nos propres industries primaires, secondaires, etc. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est une soumission à la politique étrangère et ça concerne tous les Canadiens. On nous réduit dans l'élection à agir à chaque respiration de Donald Trump et à passer un commentaire là-dessus ou à prendre des mesures. Pourquoi c'est pas une discussion publique, massive? Parce que ça nous concerne. Comment on va avoir... tu sais, on a besoin d'une nouvelle direction pour l'économie dans ces conditions-là. Le gouvernement... en tout cas, je ne veux pas non plus répéter ou parler de façon générale, mais le besoin d'institutions et de programmes qui va nous permettre de faire connaître notre point de vue et que tout le monde participe à la prise de décision, qu'on découvre des formes modernes. On doit avoir des nouvelles formes de gouvernance pour humaniser l'environnement naturel et social. On peut parler du problème très spécifique qui est soulevé ici, c'est le problème de la destruction de l'environnement naturel et social aujourd'hui, qui est encore là dans les mains du privé. Il y a plein d'exemples, même au Québec récemment avec Stablec, avec tout ce qui est fait avec les éoliennes. Tu as aussi la question du pétrole, etc. C'est des questions sérieuses, mais c'est tout fait à l'encontre de la protection de notre environnement naturel et social, la protection des droits des peuples autochtones, des traités qui existent, du besoin d'assurer l'unité de la population et non tomber dans les discours qu'on entend souvent qui divisent les gens
sur la base je sais pas, moi, par exemple, traiter les immigrants comme les responsables du problème du logement au Canada. C'est une aberration parce que le Canada, c'est un pays qui est riche, qui a beaucoup de richesses. Puis le fait est, c'est que ça fait des années et des années que le gouvernement désinvestit dans les programmes sociaux puis dans la question du logement parce que c'est pas considéré comme un droit. On est au Canada, on est un pays qui a 4 saisons. Le logement, c'est avoir un toit, c'est un droit humain, c'est un droit fondamental pour n'importe qui vit en société. Et c'est aujourd'hui les chiffres qui sortent sur l'augmentation de soit d'éviction, de gens qui se ramassent à la rue, etc. C'est indigne pour comment on traite les êtres humains et l'humanité. Parce que si c'est pas les êtres humains, c'est ce qui est le plus précieux, qui, qui sont appelés à humaniser leur environnement social et naturel, mais en ce moment, c'est pas dans nos mains. Bref, quelles sont les questions? C'est bon, c'est sûr qu'on a couvert beaucoup d'aspects juste avec cette question d'introduction, entre guillemets. Oui. Mais pour le Parti marxiste-léniniste, quel serait le Canada parfait? Comment ça fonctionnerait dans un Canada optimal? Le système politique, l'économie, choses comme ça. Oh, question assez... Mon Canada idéal? Un peu, oui, parce que la question, comment ça se pose, c'est que on est en droit d'exiger une société qui défend les droits de tous et tous, indépendamment de la langue, de la culture, de la richesse, de l'origine, de la couleur, de toutes sortes de styles de vie, etc. Cette société-là, c'est ce à quoi les gens aspirent. Les gens veulent vivre en sécurité, ils veulent pouvoir élever leur famille, ils veulent pouvoir éduquer la jeune génération, ils veulent pouvoir être traités humainement et qui comprennent soin de leur santé, de leur bien-être. C'est une aspiration fondamentale de n'importe quel être humain. Alors, cette société-là, en ce moment, est en grande crise parce qu'elle refuse de moderniser le processus pour être en position pour qu'on puisse le réaliser. Fait que d'une part, tu as les batailles au jour le jour qui se mènent, où les gens font entendre leur voix, parlent en leur nom pour défendre leur dignité, pour défendre leurs droits, les réclamer, que ce soit sur la question du logement, la question de la santé, tout ce qui concerne, on peut dire, tout ce qui est les programmes sociaux. C'est pas qu'on est une société qui n'a pas d'argent, il y a une richesse immense qui existe, autant financière qu'humaine, que naturelle. Mais où va cet argent-là? Qui décide? Qui décide? C'est la question très importante. On nous dit que parfois que c'est pour notre bien-être, que c'est pour créer de l'emploi, que c'est pour avoir une économie compétitive. Où ça nous a amené? C'est des tragédies et des drames immenses que les gens vivent à tous les jours, qui ne vont pas en s'améliorant parce qu'on ne leur permet pas de participer à résoudre les problèmes qu'ils confrontent. Prenez par exemple, je parlais tantôt de la question de choisir nos propres candidats. Qui sont les mieux placés, par exemple, dans le milieu de la santé pour traiter de la question de la santé? Si ce n'est pas le personnel qui travaille, les infirmières, les médecins qui connaissent les besoins, qui font entendre leur voix tous les jours, sur quelles conditions nécessaires ils ont besoin pour offrir, pas les services, mais assurer de jouer leur rôle pour assurer la santé des gens. Mais c'est pas eux qu'on va chercher. C'est la même chose en éducation, c'est la même chose au niveau de la recherche scientifique, au niveau de la question de la protection de l'environnement. Il y a des tragédies immenses qui ont cours au cours des dernières années prenez par exemple comment a été gérée la crise avec l'explosion mégantique. Tu as des lois qui ont été adoptées ou tu as eu des arrangements qui ont fait en sorte que c'est l'entreprise privée qui crée ses propres
critères de sécurité, qui a mené à des tragédies comme ça, comme c'est inacceptable. C'est pas que les gens demandent pas que ça soit au contraire remis dans des mains publiques, professionnelles, qui sont capables de définir c'est quoi la sécurité réelle. Un autre volet que je peux aborder, c'est la question du danger de guerre. Le gouvernement canadien, le Canada, est membre de l'OTAN et de NORAD, qui sont des organisations militaires agressives pour lesquelles on se fait demander que le Canada doit investir encore plus, augmenter son pourcentage de contribution, etc. Le Canada devrait sortir de toutes ces alliances militaires agressives qui sont utilisées pour des intérêts privés ou au service du gouvernement américain, entre autres, pour s'ingérer puis contribuer à l'opposition à la souveraineté des peuples dans différents pays au nom de porte-atteinte à la sécurité, etc., etc. De ces pays-là, la Palestine, par exemple, n'a jamais envahi d'autres pays. Pourquoi nos jeunes sont envoyés là-bas pour aller s'ingérer puis ne pas permettre à chaque peuple de vivre dans la dignité, résoudre leurs propres problèmes. Il n'y a pas de paradis nulle part. Sauf que chaque peuple devrait pouvoir défendre sa souveraineté, son droit d'exister, ses arrangements, ses cultures, et on va évoluer avec la richesse de chaque peuple. Mais on impose une discussion que nous, on est les civilisés versus les non-civilisés. On n'accepte pas ça. La vie n'est pas comme ça. En tout cas, voilà. Ça, c'est le point que je voulais faire là-dessus. Votre dernier point m'a juste fait penser à quelque chose qui pourrait intéresser le Québécois moyen. Vous dites l'aspect de faire vivre tous les peuples en dignité ou comme bon leur semble un peu. La question du Québec, de la sécession du Québec, par exemple, ou quelque chose dans ce genre-là, c'est quoi la position du parti à ce sujet-là? La position du parti est très claire. Il y a différents volets. La première chose, c'est que le parti est en faveur du droit du Québec à l'autodétermination, à la sécession s'il le désire. En même temps, on favorise ou on est en faveur d'une libre union du Québec avec le reste du Canada, mais sur des nouvelles bases. On a une vieille constitution ici, qui n'est pas vraiment une constitution non plus, c'est l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Alors, une des exigences, évidemment, c'est l'abolition de la monarchie. L'abolition de nos liens en tant que sujet de la couronne britannique, qui est quand même, malgré tout, dans la Constitution, où on est relayé à l'autorité du roi, et que c'est pas quelque chose qui est simplement symbolique, mais c'est des vieux arrangements qui persistent. On a un gouverneur général ici qui représente le roi. On a des dépenses, un budget royal qui fait en sorte que le Canada est toujours une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on a l'autre chose, pour revenir à la question du Québec, c'est que l'appel est de moderniser, d'établir notre propre constitution moderne qui va briser évidemment tout lien avec la monarchie britannique et qui va faire en sorte qu'on va enchasser le droit de la Nation du Québec à l'autodétermination et les droits des peuples autochtones. Parce que, comme vous savez, l'Acte d'Amérique du Nord britannique de 1867 a été établi sur la base de la négation de la Nation du Québec et des Premières Nations. C'est un tort qui a été causé à l'époque, qui n'a jamais été résolu. C'est pour ça qu'il y a toujours la crise constitutionnelle qui demeure, parce que jusqu'à ce jour, on nie le respect et la reconnaissance de la nation, pas juste sur un papier, mais dans la réalité. On est une nation et c'est une question de droit, c'est pas une question de fédéralisme, séparatiste, etc. C'est un tort historique. C'est ça qui fait qu'on est toujours avec ça. Ça n'a rien à voir avec les divisions qu'on nous raconte
ou qui sont entretenus, comme on a vu avec les référendums, qu'on réduit ça à des questions de séparation. Le Canada a besoin d'être modernisé sur des bases nouvelles, modernes, qui vont reconnaître la richesse et la contribution des peuples, tous les peuples qui sont venus ici pour bâtir le Canada qu'on a aujourd'hui. Dans ce sens-là, la nation du Québec, c'est tous ceux qui vivent au Québec, qui sont membres, et pour nous, pas pour nous, mais aujourd'hui, avec l'évolution aussi, cette nation-là s'est enrichie au fil de contributions de toutes sortes de peuples qui sont ici aussi aujourd'hui et qui créent la nation moderne du Québec. Alors, c'est pas une question de division linguistique, division de couleur, c'est une question de droit. Et ça fait partie du besoin d'une constitution moderne. C'est pour ça qu'on appelle à une assemblée constituante, qui fait partie de la bataille de nouveaux arrangements qui vont nous permettre de réaliser nos aspirations. Rendu à cette partie de l'entrevue, je me suis un peu fatigué. Ma grosse journée a pris le dessus et je venais juste de faire l'entrevue avec Léo Dupire de Québec Fier, donc n'hésitez pas à aller écouter ça aussi sur ma chaîne, ça c'est très apprécié. Mais en bref, ce que je lui avais demandé à Madame Dandenault, c'était un peu comment elle avait compris la question, du moins c'était un peu qu'est-ce qui en serait du commerce, qu'est-ce qui en serait des grosses industries. Alors je vous laisse écouter sa réponse et moi-même reformuler ma question dans l'entrevue. Ah. Ouais, Non, mais faire du commerce, c'est faire du commerce. Il n'y a pas de problème à faire du commerce. Faut pas non plus. Quand on parle de l'oligarchie financière, on parle pas des petites entreprises, puis le fait des petits commerces ou des gens qui. Ça n'a rien à voir avec ça, là. Vos idéaux sont quand même assez universellement accessibles. C'est pas quelque chose que je peux voir quelqu'un être nécessairement contre le fait d'être égal, le fait de vivre ensemble. Mais comment faire valoir ces idées-là contre le système actuel, mettons, avec les gros partis qui, nécessairement, eux, veulent garder leur place, ou le grand capital qui, lui, veut garder le statu quo, ou quelque chose comme ça. Comment vous faites pour faire valoir vos idées aux Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises? Notre parti a un site web qui publie à tous les jours, anglais-français, sur des questions d'actualité, sur les batailles qui se mènent pour la défense des droits de tous, sur la question de la dignité du travail, sur la question palestinienne, sur donner l'information sur la réalité qu'on a. C'est pas une question dogmatique du tout. C'est très concret. Quelles sont les propositions de Carney? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les propositions de Poilievre? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment donner l'information pour que tout le monde puisse avoir leur propre réflexion après ça, sur la base des données, l'information de base. L'autre, on fait qu'on a un journal qui publie à tous les jours. On a tout un travail qui est fait à travers le pays par les différents candidats, puis par les différentes organisations que le parti a développées à travers le pays pour encourager les gens de deux aspects. Encourager les gens à parler en leur propre nom. C'est-à-dire de ne pas accepter l'agenda qui est imposé par les grands médias, par les gouvernements, que, par exemple, que l'élection est réduite à choisir le moindre mal, quand finalement, il n'y a pas vraiment de choix parce que c'est le moindre mal, c'est le mal. Tu peux dire en termes de gouvernance qui va agir contre nos intérêts, qui va dire qu'on va avoir le mandat de faire comme ils veulent. L'exemple que je peux donner, qui est très récent, c'est l'élection de Ford en Ontario. Il y a 45% des électeurs qui sont allés voter. Il y a 19% des gens qui ont voté pour Ford. Et il a eu une majorité de sièges. Et maintenant, il peut dire qu'il parle en notre propre nom. Alors, ce problème-là, ça appartient à tout le monde, dans le sens tout le monde le voit, qu'il y a une impasse. Fait que nous, on encourage cette discussion-là, cette information-là, les prises de position, parler en votre nom. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, peut-être je réponds pas directement à la question, mais c'est ce travail-là, c'est un travail d'organisation pour favoriser ou ensemble pour trouver les nouveaux arrangements qui vont nous servir.
Là, une élection, là, tu as un geste qui peut être posé dans cette période-là. On dit, assurons-nous qu'il n'y a aucun de ces partis-là qui ont la majorité. Et voter pour des candidats indépendants de petits partis ou pour nos candidats en guise de rejet, d'être actif et non passif comme on voudrait qu'on reste spectateur. Encourageons-nous encourageons-nous. Faisons un geste concret pour s'assurer qu'on leur donne un message très clair, qu'on rejette la façon qu'on est traité, puis le fait qu'on est exclu et qu'on n'accepte pas que ce soit des oligarques aujourd'hui. Comme tout le monde peut le constater, de toute façon, de l'argent est donné comme, comme, un- comme je cherche l'expression, là, comme de l'eau qui coule, comme quoi on peut donner, il y a énormément d'argent, de la richesse qu'on crée qui est donnée à des intérêts privés de façon éhontée. Comme tout le monde peut voir, tu as des entreprises qui arrivent ici, ils font leur argent, après ça, ils s'en vont, c'est fini. On vous jette à la rue. Puis comme ça devrait être quelque chose que c'est le summum que ce que le Canada peut offrir. Non, pas du tout. On n'accepte pas. Fait que l'encouragement, c'est que les gens parlent en leur propre nom, qu'ils aient leur propre discussion. Nous, on organise des assemblées, des discussions aussi pour donner l'information, qu'on soit tous sur la même page, puis encourager tout le monde à participer dans la vie comme ça. Plus le journal popularise toutes les actions qui sont menées à travers le pays de résistance, ce qui est nouveau, qu'est-ce qui naît. On ne veut pas déprimer personne comme quand on s'assoit devant la télévision pour dire mon Dieu, je ne regarde plus la télévision parce que c'est trop déprimant. C'est difficile à comprendre. Non, il y a des choses qui se passent, comme par exemple aux États-Unis, tu as beaucoup d'actions de résistance du peuple américain dont on parle très peu. Mais ça c'est rafraîchissant. En fait, semaine passée, il y avait 30 000 personnes à Ottawa qui ont manifesté en appui à l'aide du peuple palestinien contre le génocide, en exigeant que ça soit une question électorale. Qu'on ne peut pas permettre à élire des gens, des représentants dont les mains sont pleines de sang, de victimes, de travailleurs de la santé, d'enfants, de femmes, d'un peuple qui veut juste récupérer ses terres puis vivre en paix avec tout le monde. On peut pas accepter ça. Fait que c'est des prises de position comme ça. On n'accepte pas. La société, on est capable de faire beaucoup plus avec toute la richesse qu'on a. Puis c'est pas une question d'un discours humanitaire, c'est une question d'un objectif. Comment ensemble on va sortir de cette situation-là? On n'accepte pas le programme antisocial que le gouvernement, toute l'offensive antisociale qui est menée pour détruire le système de santé, d'éducation, les programmes sociaux pour mettre ça dans des mains des intérêts privés. On n'accepte pas ça. Il faut une nouvelle direction de l'économie, puis c'est pas une solution miracle qui va arriver d'un sauveur qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. On a plein de capacités, on a plein de gens sur l'environnement, vous savez, il y a énormément de gens d'organisations qui sont capables de nous dire exactement quels sont les dangers, comment ça se pose, telle action pour les éoliennes, etc., qui cause un problème sérieux. On les écoute pas ou c'est transformé en capital pour faire de la publicité, pour encourager les gens à acheter pas acheter de sac de plastique. Je réduis un peu, là, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, le problème. Les jeunes sont dans la rue à tous les jours pour exiger que fin soit mis à toute cette destruction-là. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait du capital politique. C'est pas intéressant, ça, là. C'est assez déprimant. Fait que, allons de l'avant avec toutes ces énergies-là qui cherchent à avoir une société humaine, puis à mettre fin à notre participation dans toute guerre. On a besoin d'un Canada zone de paix, on a besoin de gouvernement anti-guerre. Bref, il y a une alternative, tu sais. Si on se met en action, si on travaille collectivement, il y a beaucoup des arrangements nouveaux qui se créent puis qui sont à naître, là. Je lui ai ensuite demandé comment elle réussissait à rejoindre la population canadienne et de quels moyens elle voulait avoir un impact. On travaille très fort dans l'élection.
pour sur le besoin de renouveler la société, mais aussi dans l'élection, c'est l'appel que j'ai mentionné tantôt. Si on réussit en tant que force organisée ou conscience tu sais, quand le peuple, quand il y a eu une élection et qu'on a décidé qu'on débarquait, comment il s'appelait, non? Stephen Harper. Ça a été massif. Tout le monde a dit oui, on s'entend là-dessus, c'est ça qu'on peut accomplir dans l'élection. On l'a mis dehors. Fait que l'élection ici, c'est pas permettre qu'il y ait un parti qui ait la majorité et qui peut dire après ça qu'il y a la majorité. Donc, ça, c'est comment on peut avoir une victoire dans ce petit laps de temps-là, dans une élection qui nous permette juste de voter. Alors, on appelle à voter un geste de rejet à ce système qui nous marginalise en votant petit parti indépendant ou en votant pour nos candidats, qui serait un geste, qui est un geste, à mon avis, très de la conscience de où sont rendus les gens par rapport à comment on est traité, comment on est tenu à l'écart, comment on n'accepte pas d'être une masse votante. Fait que l'appel, c'est d'être actif, puis voici un geste actif. Puis on va voir après l'élection. Parce que l'élection, c'est pas juste la question du vote, on sait comment ça fonctionne. Tu as beaucoup au niveau médiatique. À tous les jours, on est bombardé avec la publicité gratuite qui est donnée, premièrement, à l'année longue aux partis cartélisés qui sont au pouvoir parce qu'ils ont une couverture gratuite. On parle juste d'eux autres. Il y a des débats publics qui sont organisés où on considère pas nécessaire d'inviter tous les députés, les candidats qui sont dans la circonscription. On en est souvent exclus, ce qui est très méprisant dans le sens qu'on est, il y a je sais pas combien de candidats à travers le Canada qui font ce geste-là de pouvoir parler durant une élection, faire entendre leur voix, et on leur permet pas de pouvoir le présenter même dans des débats publics parce qu'on considère que ben, les gens vont perdre leur vote, tout ça. Assez, c'est assez vieux comme système, là, comme couverture médiatique, comme couverture en général. Même, tu sais, quand on dit ah non, c'est ça, je vais m'arrêter là parce que je peux parler longtemps, là, mais je pense que les gens, il faut qu'ils s'activent puis jouent ce rôle-là dans cette direction-là. Qu'ils regardent dans leur circonscription, puis tu as le mouvement général, comment on va s'assurer qu'on n'a pas un gouvernement majoritaire. Donc, c'est un peu ainsi que s'est conclue l'entrevue, mais je lui ai laissé faire son mot de la fin puisque je trouvais que c'était quand même une bonne conclusion pour cette mini-série. Je voudrais te remercier pour cette initiative-là qui est très importante, justement à cause de ce mur de silence autour des partis qui ne sont pas sur la scène de la Chambre des communes. C'est un geste courageux, puis je voulais te remercier parce que c'est très important. C'était la mission que je m'étais donnée parce que Oui. tu sais, j'ai pas vécu grandes élections où j'avais le droit de voter, là. C'est mes premières, là. Mais j'ai toujours trouvé que on avait juste 2, 3, 4 options, mais c'est juste parce qu'on les connaît pas, parce que les médias les gardent sous silence. Fait que je me suis donné un peu ce travail-là en même temps, là. Fait que, Félicitations. je suis content qu'il y ait eu autant de réponses aussi pour pouvoir permettre à ce projet-là de décoller. Et merci à vous d'avoir ajouté votre position par rapport à tout ça. J'espère que les réponses ont permis aux auditeurs de comprendre un peu plus comment, en tout cas, notre avis sur la situation actuelle. Puis j'invite tout le monde à aller à plus en profondeur, puis pas permettre d'être traité aussi brutalement comme juste une masse votante ou un X sur un bulletin de vote à tous les 4 ans. On vaut beaucoup plus que ça, puis la classe royale du Canada puis du Québec, puis tous les collectifs valent beaucoup plus que ça. On est ce qu'il y a de plus précieux.
Alors c'est ainsi que se conclut ma mini-série où je m'entretiens avec tous les chefs ou candidats des partis minoritaires du Canada. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce et de me donner en commentaire avec qui vous voudrez que je m'entretienne en lien avec les élections ou tout autre sujet politique ou d'actualité. Ça me ferait un grand plaisir de le faire. Évidemment, il y a quelques partis qui n'ont pas répondu à l'appel, dont le Parti uni du Canada et le Parti centriste. Je n'ai pas vraiment eu de réponse ou la communication s'est juste arrêtée en plein milieu. J'avais le Parti marijuana, mais le chef était malade, donc on n'a pas eu la chance de s'entretenir. Et évidemment, les plus gros partis n'ont pas pris l'opportunité de parler avec moi, dont le Parti vert, le NPD, le Parti libéral et le Parti conservateur. Mais tout de même, je trouve qu'on a réussi quelque chose de bien ensemble. Merci d'avoir été là. On va se revoir dans d'autres vidéos tout au long des prochains jours. Donc, merci d'être là. Au revoir!